à l'analyse de marché avec Nicolas Chéron, à mes côtés en plateau, stratégiste chez Zone Bourse. Bonjour Nicolas, bienvenue. Bonjour Grégoire. Merci d'être là. On va clôturer le mois d'avril qui est à nouveau un mois positif pour les marchés actions, pour les indices boursiers partout dans le monde, à peu près, en tout cas en Europe et aux États-Unis, c'est le cas. Néanmoins, on a senti quand même que les tendances qui prévalaient depuis notamment l'arrivée des vaccins en novembre dernier étaient au minimum mis en pause, voire c'était un peu infléchi. Le Nasdaq a retrouvé de la surperformance, les small caps se sont un peu calmés, le dollar a un peu rebaissé. On parlait des taux il y a un instant, avec le mouvement de hausse de taux qu'on avait vu les mois précédents. Là aussi, c'est un petit peu calmé aux États-Unis. Quel bilan vous faites de ce mois ? Alors, un mois positif, en ligne avec les chiffres historiques, les moyennes historiques. Le mois d'avril, c'est un des meilleurs mois quand on regarde les indices de la planète sur les 50 dernières années. Néanmoins, quand on le découpe, on voit que la première quinzaine est généralement très bullish et que par la suite, petit à petit, on a un glissement, puis une stabilisation, peut-être un certain attentisme avant le fameux sell in May and go away. C'est l'approche du moment qui refroidit un peu tout le monde. Il y a beaucoup de choses. Il y a eu des rotations dans les rotations. On a beaucoup joué, après que les vaccins soient sortis, on a beaucoup joué les valeurs value. Il y a eu aussi le pétrole. Ensuite, le pétrole s'est calmé. On a joué les taux. On a joué les bancaires. Puis ça s'est calmé, comme vous l'avez dit. Donc, on s'est mis à fond sur les cryptos. Puis ça s'est stabilisé aussi. Les small caps ont eu un début d'année absolument dantesque, vraiment très favorable. Et puis, depuis un mois, on sent un marché très creux, avec beaucoup moins d'entrées de capitaux, peut-être moins de fonds actifs. En fait, on a l'impression que tout le monde est à l'achat, puis on attend, désormais. Et ça donne quoi ? L'idée d'un plafond de verre, quand même, le CAC 6003, on sait qu'on est sur des niveaux un peu historiques. C'est pas le record absolu du CAC 40 cash, mais on sait qu'à chaque fois qu'on arrive dans ces zones, on s'est rarement affranchi de ces niveaux-là à Paris ou sur d'autres indices en Europe. C'est vrai qu'au regard de beaucoup d'indicateurs historiques, on est relativement haut. C'est-à-dire que les PER sont relativement hauts, la capitalisation boursière mondiale rapportée au PIB mondial est aussi relativement haute. On a beaucoup de ratios en fait qui arrivent dans le rouge et qui s'allument et qui nous disent faites attention, mais il faut regarder pourquoi. Qu'est-ce que sont les forces de rappel qui nous soutiennent ? Des plans massifs, colossaux, mondiaux, d'une part, des banques centrales omniprésente d'autre part. Depuis quelques semaines, les buybacks, les rachats d'actions par les entreprises sont de retour. Vous le disiez il y a 10-15 minutes, Google qui va mettre 50 milliards sur la table. Donc certes, leur action est chère, mais là, voilà, on parle de montants colossaux qui arrivent en soutien. Donc tous ces facteurs-là sont dans de l'exceptionnel. En plus de ça, on a des chiffres macro qui sont historiques. On n'a jamais eu des PMI aussi élevés aux États-Unis de toute l'histoire. On a des PMI européens ou en Asie qui sont sur des plus hauts de 10 ans ou de 15 ans. Et puis, il y a quelque chose dont on parle moins, mais qui en fait est le catalyseur des marchés boursiers sur 100 ans, c'est les résultats d'entreprise. Et le creux en V est là. Les bénéfices des entreprises américaines ont inscrit de nouveaux records historiques, justifiant des cours sur des records historiques. Quand on est dans ce genre de situation, c'est pas tous les jours. Enfin, comme vous le dites, Nicolas, une fois qu'on a épuisé un peu toutes les idées ou toutes les idées évidentes, en tout cas, qu'est-ce qui reste ? Si même l'enthousiasme généré par le marché des cryptos retombe un peu aujourd'hui, je me dis, quelles sont les idées d'après ? Quelles sont les idées de demain là ? Alors, peut-être que ce sera plus des idées de court terme, des rotations pour jouer des news ou des thématiques. Je vous donne un exemple simple. Depuis 3 séances, on voit les bancaires fortement remonter. Ouais. Nouveau plus haut annuel de Société Générale et de Crédit Agricole ce matin, parce que justement, on a toute cette discussion autour des taux aux États-Unis notamment, qui pourrait se tendre un petit peu. Donc, ça, c'est une thématique qui peut durer quelques jours à quelques semaines. Mais je voulais revenir sur la complexité peut-être du marché dans les quelques mois à venir. C'est un marché qui va être peut-être plus fait pour les investisseurs agiles, donc pas le buy and hold. On achète et on attend. Et c'est un marché qui va, je pense, être beaucoup moins évident pour les débutants en bourse. On a en France entre 500 et 700 000 néo-investisseurs qui sont rentrés depuis un an.
Et c'est un petit peu comme en 2019, les banques centrales sont rentrées, le marché ne fait que monter, tout le monde gagne, tout va bien dans le meilleur des mondes, tout le monde a gagné sur les big caps, sur les small caps, sur les crypto-monnaies. Et là, je pense qu'on va être dans des marchés un peu plus neutres et un peu plus accidentés peut-être parfois. Ouais. La bourse facile, c'est fini. C'est ça, voilà. Disons-le simplement, ça pourrait faire un bon titre. La bourse facile, c'est fini. C'est une bourse qui, effectivement, ne va pas pardonner quand un investisseur s'endort sur une small cap où les news ne sont pas bonnes, les résultats n'ont pas confirmé les anticipations des investisseurs. Parfois, certaines small caps peuvent perdre 20, 30, 50%, puisqu'elles peuvent aussi en gagner 2-3%, un peu comme les cryptos. Donc, il va falloir être agile, savoir prendre des bénéfices, savoir alléger son portefeuille pour pouvoir revenir plus bas et peut-être opérer le fameux buy the dip, attendre des trous d'air comme on a eu la semaine dernière, des accidents baissiers de 2-3% sur l'indice pour pouvoir se placer plutôt que de courir après le papier, le fameux FOMO, la peur de manquer le mouvement. Donc, on va peut-être avoir des comportements de marché qui vont être un peu plus complexes. Pour l'investisseur qui a vécu 2018, la remontée en 2019, le crack de 2020, normalement, lui, il a mis en place des règles. S'il est encore là, il a guéri. Pour tous ceux qui ont survécu à cette période-là, voilà, ça va être peut-être plus facile. Pour tous les nouveaux, il faut éviter l'effet de levier, il faut éviter de mettre tous les œufs dans le même panier, être diversifié, parfois créer un peu de liquidité puis faire des pauses. Et je le répète, en bourse, la patience est d'or. S'il y a bien une vertu à avoir, c'est ça. Donc parfois, attendre quelques semaines pour avoir un titre que l'on affectionne à un bon prix. Plutôt que d'acheter un peu n'importe quel prix. Ouais. S'il y a moins d'évidence effectivement aujourd'hui sur le plan de l'investissement boursier, il y a tout ce qu'on appelle les situations spéciales sur les marchés et qui vous intéressent aujourd'hui, Nicolas. C'est quoi des situations spéciales qui vous intéressent aujourd'hui ? Ça va être des dossiers qui sont soutenus par de possibles opérations et le plus souvent des opérations capitalistiques, des rumeurs d'OPA, des retraits de la cote, des renforts de certains investisseurs ou des déblocages de situations. Vous parliez de Lagardère par exemple. Oui, on en a beaucoup. On en a parlé, bien sûr. La situation est en train de se débloquer un petit peu. J'aime beaucoup, et je vous en avais déjà parlé il y a 2 mois, M6, Métropole TV, la fameuse. Qui tient extrêmement bien, qui n'est pas corrélé à l'indice 440, qui est autour des 18 €, 18,50 €. Et je pense qu'avec les discussions vont bon train ces derniers mois entre milliardaires, à savoir comment on va découper le gâteau, mais c'est le genre d'action où on a un joker. C'est-à-dire que le marché, à un moment, peut se mettre à consolider. Peut-être qu'elle va baisser un petit peu comme les autres, mais en pleine consolidation, sur ce type de valeur, hop, la news. Parce qu'il y a un événement spécifique potentiel autour de cette valeur en particulier. Et on se réveille un matin, la news tombe à plus 15, plus 20, on a un retrait de la cote ou une revente. Donc c'est ce genre de situation-là que je cherche. On peut le voir sur des dossiers sous-valorisés. On a Target, par exemple, où on a Opéra à 20 €. Bien sûr. Quand on regarde les chiffres, en théorie, en sortie de crise, on devrait être largement au-dessus. Donc on voit qu'il y a des familles qui en profitent aussi de se dire peut-être qu'on va se retirer parce qu'on n'est pas cher pour pouvoir pleinement profiter de la situation. J'aime bien tout ce qui tourne autour de la galaxie Bolloré. Parce que mine de rien, Monsieur Bolloré est très c'est bien parce qu'entre M6 et Vincent Bolloré Vivendi, il y a peut-être pas tant d'écart que ça. On verra ce qui se passe autour de M6. Mais financière, ça fait partie des potentiels acquéreurs, on va dire. Il faut le dire, c'est public. Et financière, Bolloré qui détient financière de l'Audet, qui détient Bolloré, qui détient du Vivendi. Vivendi qui va vendre Universal Music Mobile, qui va récupérer 4 milliards de cash, qui va pouvoir faire des acquisitions externes. Ça, c'est le genre de dossier dynamique où on se dit qu'il y a une fenêtre moyen-long terme de la visibilité, du dynamisme. Et c'est ça qu'on va chercher plutôt. Être actionnaire aux côtés de Bolloré, c'est une situation confortable pour le minoritaire, pour le particulier. Je pense que c'est pas mal. Ça fait partie de lignes de fonds de portefeuille, mais où on peut avoir des belles surprises. Et d'ailleurs, j'en ai une troisième de ce type-là. C'est Mint Energy. Alors, c'est une petite société. Avant, ça s'appelait Budget Télécom. Avant, ils étaient spécialisés dans le phoning et l'acquisition client dans tout ce qui était téléphonie. Et ils ont réussi à transférer ce savoir-là, mais dans un service de l'énergie. Et
En fait, il y a eu une OPA avortée il y a quelques mois. Et c'est une situation qui est rare. C'est-à-dire qu'on a un acquéreur qui a dit « Ok, on est à 8-9 euros, j'achète à 10 ». Ouais. Et tous les minoritaires, enfin les petits, là c'est vraiment des investisseurs particuliers qui se sont ligués, qui ont eu plus de 10% entre eux et qui ont fait échouer l'OPA en disant nous, on veut. On n'apportera pas. À 10, on apporte. Et en fait, quand on regarde la courbe d'acquisition client, ils étaient à 150 000 clients au moment de cette OPA. Aujourd'hui, ils sont à plus de 220 000 clients. Donc, on a une courbe de progression qui est toujours très forte, une croissance très forte, mais un cours de bourse qui est à 9,50 €. Donc c'est peut-être, ça c'est vraiment de la ligne de fonds de portefeuille dans le sens où ça peut prendre 3 mois, 6 mois ou peut-être parfois 1 an avant qu'un nouvel acquéreur se manifeste. Mais sur le papier, ça vaut bien plus. S'il y a eu un premier intérêt, c'est pas impensable qu'il y ait... Que la même personne ou un autre ça, qui a revienne, mais avec une prime de 20 à 30% qui font que cette fois les petits actionnaires lâcheront. Ouais. Voilà. Mint Energy, vous dites, hein, c'est ça, c'est un dossier qui fait 50 millions d'euros, un peu plus. C'est vraiment une petite boîte. En termes de capitalisation, je ne veux pas vous dire de je crois que j'ai vu que c'était une cinquantaine de millions d'euros. Merci d'avoir regardé. Voilà, non, mais c'était pour me rendre compte. Je n'avais pas en tête le nouveau nom Mint, mais oui, Budget Télécom, effectivement, ça parle. C'était une petite société historique des small caps parisiennes. Merci beaucoup, Nicolas. Merci d'avoir été avec nous pour faire ce tour d'horizon de marché en cette fin de mois d'avril. Le mois de mai approche. On verra comment la saisonnalité impacte ou non les marchés. Ce sera un mois déjà important en termes de versement de dividendes. Ne l'oubliez pas, on a un peu plus d'une cinquantaine de points d'écart entre le futur et le CAC 40 Cash aujourd'hui, puisqu'on traite le futur mai désormais. Nicolas Chéron qui était avec nous en plateau, stratégiste chez Zone Bourse, invité de Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart. On se retrouve ce soir en direct à 18h30.